aujourd'hui, substitution nucléophile. Alors on va s'intéresser donc à ce nouveau mécanisme qui, comme son nom l'indique, va consister à faire des substitutions à l'aide de réactifs nucléophiles sur le substrat, c'est-à-dire la molécule organique de référence. Donc l'idée, ça va être donc de partir d'une grosse molécule organique et de faire agir dessus un petit réactif, généralement il peut être plus petit que le substrat, hein, c'est pas obligatoire non plus. Et donc ce nucléophile doit forcément avoir un doublet non liant, ça c'est sûr. S'il a une charge moins, c'est mieux. On le symbolisera de façon générique par ce signe-là, donc nu- avec un doublet non liant. Et donc c'est lui qui dispose des électrons donc, qui vont pouvoir aller sur le substrat. Alors évidemment, pour que ça marche, il faut que le substrat possède un site ou plusieurs sites électrophiles, donc on notera delta+, ou alors qu'il soit un acide de Lewis, donc qu'il possède des lacunes électroniques. Pareil, s'il a les deux, c'est encore mieux. Hein. Là, l'idée, ça va être de faire des substitutions, donc de ne pas simplement s'additionner, donc il va falloir aller sur un site électrophile et remplacer une partie de la molécule du substrat par justement le nucléophile. Alors les nucléophiles qu'on a en exemple, évidemment, un grand classique, on a HO-, parce que lui, donc, il est chargé moins et il dispose de doublets non liants. L'eau est également un nucléophile, hein, puisqu'elle possède des doublets non liants. En revanche, elle est un peu moins efficace que HO-, puisqu'elle n'est pas chargée moins. On a également l'ammoniac, d'accord, et l'ion cyanure. L'ion cyanure a l'avantage d'être nucléophile sur le carbone, ce qui permettra de créer des liaisons carbone-carbone. Évidemment, il y a plein d'autres exemples, on ne va pas tous les énumérer, on les verra au fur et à mesure du cours. Alors, pour faire une réaction nucléophile, il va donc falloir une réaction de substitution nucléophile, il va donc falloir attaquer un substrat donc qui possède un site électrophile. Évidemment, le site électrophile, ça va être un carbone. Donc le carbone, allez, on va le représenter grossièrement comme ça. Alors avec des groupes alkyles. Les groupes alkyles, on les symbolise généralement par R. Alors je mets R, R', R seconde, et un groupe partant, le nucléofuge, celui qui va fuir le noyau et qui va être remplacé par le nucléophile. Donc de façon générique, ça va s'écrire comme ceci. Le carbone est delta+, du fait d'être relié justement à un groupe nucléofuge, mais qui est quand même plus électronégatif que lui. Et donc vous allez avoir le nucléophile qui va venir donc attaquer le carbone pour se substituer au Y. Donc là, on va avoir le doublet du nucléophile qui va donc se substituer au Y, et donc le Y va partir avec son doublet, et donc on va se retrouver avec le carbone qui a donc vu s'opérer une substitution de ces substituants, et donc on récupère en rouge ce doublet là avec donc le nucléophile qui s'est placé ici, et c'est le groupe partant Y qui récupère donc le doublet et qui cette fois est chargé moins. Alors ça c'est ce qu'on appelle le schéma de la réaction. Ce n'est pas un mécanisme, hein, d'accord, parce qu'on va voir que on va pouvoir détailler ce qui s'est passé. On va commencer avec le cas où le nucléofuge est un halogénure, et donc la liaison qui nous intéresse, c'est la liaison CX, où X peut être Cl, Br et I. CX ou CY, alors on note souvent X pour les halogènes, d'accord, et donc ça on a déjà vu la configuration électronique des halogènes, elle est en NS2 NP5, et donc on est voilà, on le met en notation de Lewis de cette façon-là. Alors, on classe les halogènes un peu comme les carbocations. Donc les halogènes primaires sont ceux
pour lequel le carbone qui est lié à l'halogène, donc celui-ci, hein, ce carbone-là, le carbone qui est lié à l'halogène et n'est lié qu'à un seul groupe alkyle, et donc à 2 H, donc par exemple le chloroéthane. Les halogénoalcanes secondaires, eux, vont être liés à 2 substituants alkyles, et donc un seul H, par exemple 2 bromopropanone, donc on peut écrire comme ceci. Pardon, erreur. Substitué en 2, on a le brome. Et enfin, 2 bromo, 2 méthylpropanone, cette fois-ci on a en plus un méthyle en position 2, en plus du brome. Voilà. Et là on a un halogénoalcane tertiaire, puisque le carbone qui est relié à l'halogène, d'accord, est lui-même relié à 3 substituants alkyles qui sont ici des méthyles, donc on parle d'halogénoalcane tertiaire. Voilà pour la nomenclature. Alors, autre question de nomenclature, on appelle le carbone qui est directement relié à l'halogène, donc ce carbone-là, on l'appelle carbone en alpha. Donc si celui-là est en alpha, les suivants sont en bêta. Sauf que les suivants, on peut en avoir un maximum 3, hein, puisqu'il reste 3 substituants possibles pour ce carbone en alpha. Et donc on les note bêta, et quand il y en a plusieurs, on rajoute un petit prime ou seconde. Voilà, donc ça c'est pour une nomenclature, hein, pour avoir la même langue, on va dire. Alors la liaison CX, évidemment, selon l'halogène, elle a des propriétés différentes. Alors la polarité de la liaison CX, évidemment, ça, on la connaît bien, puisque l'halogène étant plus électronégatif que le carbone, c'est lui qui attire les électrons, et donc qui est delta moins, quand le carbone est delta plus, et donc on a un moment dipolaire, voilà, orienté comme ceci, et dont la valeur varie comme ceci. Alors, évidemment, plus l'électronégativité est importante, plus le moment dipolaire est important, mais évidemment, la longueur de liaison, étant donné que la taille de l'halogène augmente en descendant dans la colonne, la longueur de liaison augmente, et donc on a à la fois l'électronégativité qui diminue, la longueur de liaison augmente, et donc c'est pour ça que finalement le moment dipolaire ne baisse pas tant. Voilà. Alors, l'autre concept essentiel qu'on va principalement utiliser pour décrire ce qui se passe en termes de substitution nucléophile, c'est ce qu'on appelle la polarisabilité. Alors la polarisabilité, je vous rappelle que c'est l'aptitude du nuage électronique à se déformer sous l'effet d'un champ extérieur. Alors vous imaginez, vous avez votre liaison CX, d'accord, qui est polarisée, hein, donc delta moins, delta plus, et donc vous avez un nucléophile qui se balade à la proximité, et donc évidemment ça c'est chargé, donc ça crée un champ électrique, et donc plus la liaison est polarisable, plus elle va se déformer à l'approche du nucléophile, et donc la liaison CCl est moins polarisable que la liaison CBr et que la liaison CI, puisque CCl, le Cl étant plus petit, le nuage électronique est moins gros que pour les deux autres, et donc il va être plus difficile de le perturber, d'accord, puisque les électrons sont plus resserrés autour du noyau, alors que les électrons de valence, hein, qui sont toujours au nombre de 7, hein, en propre à l'halogène, et bien ils vont être moins densément on va avoir une densité électronique moins importante autour de l'iode, et donc finalement ça va être plus facile de venir taquiner le carbone ici, puisqu'on va avoir un nuage électronique entre guillemets plus mou, d'accord, et donc parce que plus polarisable, et donc ce qui va faire que cette liaison là, la liaison CI, va se déformer beaucoup plus facilement, d'accord, que la liaison CCl, et donc la rupture va être plus facile dans ce cas-là, dans le cas de la liaison carbone-iode. Et on verra que c'est donc surtout ce paramètre-là et cette caractéristique, donc la polarisabilité, qui va expliquer finalement l'aptitude de la liaison à pouvoir se rompre vis-à-vis de l'approche donc d'un nucléophile.
Donc cette polarisabilité est essentielle à la compréhension des mécanismes qui vont suivre. Donc un premier fait, c'est simplement que du fait de la polarisabilité, dans certains solvants, on peut observer la rupture hétérolytique directe sans intervention extérieure d'un nucléophile. Donc vous avez votre liaison CX, et étant donné la forte polarisabilité, alors évidemment, ça marche mieux avec l'iode qu'avec le chlore, hein, et vous avez une rupture hétérolytique. Donc hétérolytique, l'halogène va partir en prenant les 2 électrons de la liaison, et voilà, de la liaison CX. Donc ça, c'est un premier début de mécanisme qu'on peut imaginer, ou sinon on peut simplement imaginer l'attaque directe, hein, sur le X, donc sur le carbone qui est donc déficitaire en électrons, hein, qui est delta plus, et vous avez le nucléophile qui vient chatouiller le carbone, qui expulse, donc forcément il va expulser l'halogénure de l'autre côté, puisqu'il ne peut pas se retrouver avec 5 substituants. Et donc, comme on l'a déjà vu, avec le formalisme usuel des flèches, on se retrouve avec le nucléophile à la place de l'halogène. Voilà. Donc ça, c'est une petite remarque pour résumer ce qu'on vient de dire. Donc comme dans les autres cours, on va regarder quelques faits expérimentaux et essayer d'en conclure des caractéristiques intrinsèques à la réaction et donc au mécanisme potentiel. On commence avec la première réaction, donc on prend un solvant, l'éthanol, et on observe que si on substitue donc le chlore par le groupe hydroxyle, on a effectivement la substitution qui a lieu, sauf que partant d'un mélange énantiomériquement pur, une solution énantiomériquement pure de chlorobutane, on a in fine un mélange racémique de 2 alcools. Donc on a eu à la fois la substitution qui s'est faite devant et derrière, et donc on se retrouve avec le R et le S. On constate également que selon cette synthèse-là, le mécanisme suit une cinétique d'ordre 1. Donc déjà, commentons la stérosélectivité. Alors la stérosélectivité, évidemment, là on n'en a pas. La réaction est non stéréosélective puisqu'on n'obtient aucun produit, aucun stéréoisomère de façon majoritaire, puisqu'on obtient donc un mélange racémique, c'est-à-dire 50% de chaque énantiomère. Si on change de solvant, d'accord, alors là la réaction va adopter un autre mécanisme, et pour preuve, c'est que cette fois-ci, partant du S, on va avoir uniquement le R. Et donc là, déjà, la réaction est stéréosélective, puisque on obtient majoritairement un des 2 énantiomères possibles, et elle est même en fait énantiospécifique, puisque modifiant l'énantiomère de départ, donc partant cette fois-ci du R, on obtient majoritairement l'autre énantiomère. Alors, on parle d'inversion de Walden dans ce cas-là, puisque on voit que c'est comme si le carbone ici s'était retourné. Enfin, c'est comme si un parapluie, on parle aussi des fois entre guillemets du coup du parapluie, s'était retourné avec à cause d'un gros coup de vent là. D'accord, vous imaginez un gros coup de vent sur un parapluie et ça le retourne. D'accord, on parle d'inversion de Walden. Donc là, la réaction est énantiosélective et même énantiospécifique, et elle suit en plus une cinétique d'ordre 2. À condition évidemment qu'il n'y ait pas de dégénérescence de l'ordre sur un des réactifs ou substrats. Voilà, donc et là on est devant 2 mécanismes différents, et donc toute la suite du cours va être d'étudier un peu ces mécanismes et de comprendre comment agir pour avoir l'un, l'autre et quelles sont leurs caractéristiques. Il y a donc a priori 2 mécanismes différents. Alors le premier va s'appeler substitution nucléophile monomoléculaire. On parle donc de SN1, le 1 étant pour l'adjectif monomoléculaire, c'est-à-dire qui n'implique dans son étape cinétiquement déterminante qu'un seul réactif. On parle là en termes de cinétique. Et donc voilà, le mécanisme est le suivant. Alors on a déjà rencontré dans le cours de cinétique, donc on va le reprendre. Donc la première étape est effectivement monomoléculaire, puisque le
Le substrat n'a pas besoin d'un deuxième réactif pour entre guillemets se rompre, rompre une liaison et donc passer par un carbocation. Quand on passe par un carbocation, le carbocation est plan, ce qui fait qu'on a une attaque équiprobable de part et d'autre du plan, par en dessous, par au-dessus, ce qui fait qu'on obtient effectivement à la fin un mélange racémique, puisqu'on a eu les deux attaques équiprobables. Le schéma réactionnel en termes d'énergie potentielle et de coordonnées de réaction est assez classique, puisqu'on passe par un intermédiaire réactionnel une fois qu'on a expulsé l'halogénure, et donc on a une première étape qui est difficile, qui est très haute en énergie, pour après finir sur donc les deux produits possibles et n'entumer l'un de l'autre. On a vu en cinétique que la loi de vitesse, donc on a pu déjà vérifier qu'elle a été d'ordre 1. Je vous invite évidemment à reprendre votre cours de cinétique pour revoir ce mécanisme, en appliquant donc la UQS sur l'intermédiaire carbocation. L'autre mécanisme est un mécanisme donc qu'on appelle substitution nucléophile bimoléculaire, SN2, le 2 faisant référence à l'adjectif bimoléculaire, parce que cette fois-ci, il va falloir que les deux réactifs se rencontrent pour que la réaction ait effectivement lieu, ce qui n'est pas le cas de la SN1 où la première étape faisait toute seule, sans besoin d'appeler le nucléophile. Donc là, en fait, tout va se passer en un seul acte élémentaire, un processus élémentaire, et donc on passe directement des réactifs au produit, en passant par un état de transition. L'état de transition n'étant pas isolable, c'est un maximum d'énergie potentielle. Et donc cet état de transition, c'est quelque chose qui passe devant nous très très rapidement, de l'ordre de la femtoseconde. Et donc voilà, on peut imaginer qu'il a, en étudiant un peu, qu'il a un peu cette allure-là. On a un intermédiaire un peu pentavalent, sachant qu'un carbone à 5 pattes, à 5 substituants, ça n'existe pas. Donc voilà, le OH- est déjà en train d'arriver quand le Cl est en train de partir, et donc on a cette approche et cette expulsion du chlore qui fait que le OH- attaque par derrière, là où c'est où il n'y a pas le Cl devant, il va éviter de s'approcher du chlore qui a un gros nuage électronique, il va passer par derrière et donc retourner à proprement parler le carbone, d'accord, avec ce coup entre guillemets du parapluie. Alors là, on voit déjà poindre l'idée que si on veut que ça marche bien, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop encombré, l'approche du nucléophile. Voilà, et donc si c'est un acte élémentaire, on sait que d'après la loi de Van 't Hoff, on a directement K fois l'ordre, la concentration donc en dérivé halogéné à la puissance 1 et le nucléophile également à la puissance 1, puisqu'on va confondre ordre et coefficient stoichiométrique. Voilà, ce qui permet d'expliquer également la stérosélectivité. Pour expliquer la stérosélectivité, on ne peut pas passer par un carbocation, donc il faut trouver un autre chemin. Voilà, alors évidemment ces deux mécanismes sont dits mécanismes limites, puisque dans la vraie vie, tout n'est jamais aussi beau, c'est généralement un petit mélange, au moins partiellement des deux. Si on a bien compris le mécanisme SN2, avec l'inversion de Walden, on va pouvoir faire l'exercice 6, donner le produit de l'action de l'ion cyanure sur le 2S bromo propane 1-ol. Alors, on y va, on va le dessiner en dessous. Donc, la molécule, donc le substrat de départ, ce n'est rien d'autre que cette molécule-ci. Je vais le faire en noir, ce sera mieux. Et je reprends. Voilà. Donc on a trois carbones, le méthyle, le carbone donc relié au brome, et le carbone relié à la fonction alcool en position 1. On vérifie qu'on est bien de configuration absolue S. Le groupe prioritaire c'est 1, le brome. Après on a 2 carbones, mais évidemment un carbone relié à un O, donc c'est 2, après 3 et 4. On tourne donc dans ce sens-là, on est bien S. Donc le nucléophile choisi pour faire cette étape, c'est l'ion cyanure. Alors à connaître, j'ai déjà présenté plusieurs fois.
et donc c'est celui-là. Donc c'est via le carbone que le caractère nucléophile de l'ion cyanure s'exprime. Et donc on va avoir attaque par derrière. Donc on va mettre des couleurs. On va mettre le doublet ici, comme ceci, pour la substitution nucléophile, donc la SN2. Et on va expulser ce doublet-là sur le brome. Voilà, qui va partir comme ceci. Donc on va se retrouver avec, à la fin, on rappelle qu'il y a l'inversion de Walden, donc c'est-à-dire que on va devoir inverser tous les substituants, enfin, la configuration relative des substituants du carbone qui portait initialement donc, le brome, et donc la liaison qu'on a créée, c'est celle-ci, je vais mettre en couleur là, donc avec la couleur verte du doublet donc du C, du cyanure, et le brome est parti avec donc le doublet de la liaison CBr initialement donc sur la substrat. Voilà. Et donc la charge moins cette fois-ci est pour le nucléofuge, donc le bromure. Et voilà. Et donc on a inversion de Walden, bon c'est pas très compliqué à faire. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on obtient comme produit, celui qui est dessiné là. Alors pourquoi cet exemple? Parce que si maintenant on regarde la configuration absolue du carbone. On avait ici au départ un carbone qui était de configuration absolue S, et là, si on reprend la numérotation, cette fois-ci, le brome n'est plus sur le carbone, donc qui est le premier? Qui est le groupe prioritaire? On n'a que des carbones, sauf qu'on a un carbone relié à un O, ça va être notre numéro 1, un carbone relié à un N, ça c'est numéro 2, numéro 3, et après le H, comme d'hab, le dernier. Et donc cette fois-ci, on tourne comme ceci, et on se rend compte qu'on est toujours S. D'accord? On est toujours S parce qu'en fait, il y a eu une double inversion. Il y a eu l'inversion de Walden qui fait que généralement S devient R, sauf qu'il y a aussi eu inversion de l'ordre de priorité des substituants, puisque le groupe prioritaire avant, c'était le BR, et celui qui le remplace n'est plus prioritaire, il est numéro 2. Et donc cette double inversion, entre guillemets, de configuration relative, donc d'inversion de Walden, et d'ordre de préséance fait qu'on on retombe sur le S. Ça, c'est un exemple pour dire que c'est pas général que le S donne toujours le R et le R toujours le S, etc. Ça dépend vraiment du substrat et du réactif. Donc ça, c'est un exemple à retenir. Voilà, donc on peut ensuite faire un tableau récapitulatif des propriétés et des facteurs influençant les différents mécanismes, les deux mécanismes en question, donc la SN1 et la SN2. Alors évidemment, si vous avez une loi de vitesse d'ordre 2 et que vous demandez ce que c'est comme mécanisme, là la question est vite résolue. Pour un mécanisme de cinétique d'ordre 2, c'est évidemment forcément une SN2. Si c'est un ordre 1, ça pourrait être une SN2 dégénérée. Bon, en tout cas, si c'est une cinétique d'ordre 2, il n'y a pas de doute, c'est une SN2. Donc ça c'est important parce que dans les exercices, il va falloir retrouver les indices qui nous permettent de choisir le mécanisme suivi par la réaction. Alors une autre chose vraiment très importante, c'est que on a vu que dans la SN2, il fallait que le nucléophile s'approche par derrière, et donc là il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop d'encombrement, ce qui fait que les carbones primaires, eux, les halogénoalcanes primaires, eux, donnent quasiment exclusivement des SN2, surtout que si ils sont, c'est le carbocation, si on tentait de faire une SN1, il serait primaire, s'il était primaire, il sera absolument pas stable, donc la réaction ne pourrait pas emprunter le chemin d'une SN1. En revanche, si on a un carbocation conjugué ou tertiaire, là en revanche, on a un mécanisme qui risque de s'orienter très fortement vers une SN1, d'autant qu'un carbone tertiaire est très encombré et donc donnera difficilement lieu à des SN2. En fait, le problème est surtout dans le cas des carbones secondaires, où là, c'est un peu généralement un mélange des deux. Alors évidemment, on peut orienter avec le solvant, etc. Et puis bon, les exercices, eux, ils choisissent généralement tout ou rien. Voilà. Donc pour ce qui est du nucléophile, si on se rend compte que le nucléophile n'a aucune influence sur la cinétique, c'est vraisemblablement une SN1, puisqu'on a vu que dans la SN1, l'étape cinétiquement déterminante, c'était une étape monomoléculaire qui ne dépendait pas du nucléophile. Le substrat, entre guillemets, casse sa liaison seul.
D'accord? Donc si ça ne dépend pas du nucléophile, c'est que c'est une SN1. Et si en revanche le nucléophile, on sent qu'en changeant de nucléophile, sa concentration ou son caractère nucléophile, si la cinétique évolue, ben c'est vraiment une SN2. Voilà. Pour ce qui est de l'influence du nucléofuge, le nucléofuge, on a vu que c'était la polarisabilité de la liaison qui nous indiquait quelle était la facilité de rupture d'une liaison, et donc on a vu que comme la liaison CI était plus polarisable que les autres, c'est celle qui va se casser le plus facilement, et ça dans tous les cas, que ce soit selon un mécanisme SN1 ou un mécanisme SN2. Donc le nucléofuge ne permet pas de conclure sur un mécanisme ou un autre. Voilà. Donc ça c'est pour le tableau qui résume un peu les différentes propriétés classiques qui permettent de faire le choix selon un mécanisme ou l'autre.